Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre invitation et merci aux organisateurs et aux traducteurs de nous permettre finalement de transmettre et d'échanger à propos de nos travaux. Alors, moi, je vais m'intéresser en fait aux institutions de soins primaires en période de Covid-19 et plus particulièrement aux maisons de repos et de soins. Alors, très rapidement, puisque Madame Mahieu a déjà introduit une série de points à cet égard, je vais m'intéresser d'abord au contexte dans lequel nous nous trouvons, puisque près de 80 entretiens ont été menés par l'équipe du Work Package 4 de Beehive, centrés sur la méthode qualitative. Et Madame Mahieu l'a dit tout à l'heure, avec la Grounded Theory, c'est la raison pour laquelle vous allez voir une série d'extraits d'entretiens que nous avons pu avoir avec des professionnels. Nous avons donc travaillé ensemble sur cette crise et la manière dont elle a influencé les groupes professionnels et la collaboration entre eux. Alors pour cette présentation, je vais mettre, je vous l'avais indiqué, le focus sur les MRS. 19 entretiens ont été menés en MRS, 13 ont été analysés pour cette présentation précise. Plusieurs professionnels ont été interrogés, des infirmières, des aides-soignantes, des directeurs, accueillantes et ergothérapeutes, aussi bien en région wallonne qu'en région de Bruxelles-Capitale. Je vais tenter de partager avec vous la manière dont se sont tissés les liens entre d'un côté les MRS, les maisons de repos et de soins, et de l'autre côté les médecins généralistes ou les hôpitaux. Je propose par ailleurs d'opérer un détour par les relations qui se sont nouées ou même parfois dénouées avec les familles des résidents. La cloche d'ailleurs qui entoure ce pictogramme au niveau de la maison de repos et de soins symbolise l'isolement qui a été longuement transmis par les soignants au travers de nos entretiens. Premier élément, je vous l'avais indiqué, le focus sur les hôpitaux. Des témoignages ressortent plusieurs éléments. On le voit à l'écran, des rapports de force, des négociations sont évoquées, mais aussi des situations dramatiques. Je cite, « On les gardait ici et ils mouraient ici, il n'y avait pas de place pour eux. » Ou encore, « De toute façon, il a 90 ans, ça ne sert à rien, on ne le prend pas. Or, il est en train de désaturer et on nous demande de le garder ici, de le laisser mourir comme ça sans l'aider. » Petit résumé, difficulté finalement à faire admettre un résident à l'hôpital, des incompréhensions qui sont exprimées, vous le voyez dans la petite bulle, certains hôpitaux admettent des patients Covid, des maisons de repos, d'autres ne le font pas, les soignants ne comprennent pas pourquoi cette hétérogénéité dans les prises en charge. Néanmoins, c'est une situation qui est nuancée au niveau des hôpitaux, puisqu'on constate que néanmoins, ce n'est pas une situation qu'on retrouve partout. Certains nous disent que ça n'a pas changé, voire même certains indiquent une intensification des contacts. On a eu plus de contacts avec eux parce que tous les rendez-vous passaient par là. Donc, des soignants qui indiquent que les consultations importantes sont maintenues, des isolements au retour des hôpitaux, et finalement des patients qui tout de même ont été admis pour certains d'entre eux au sein des hôpitaux. Deuxième volet, je vous l'avais indiqué aussi, les médecins généralistes. Des soignants avancent que certains médecins ne se déplacent pas en maison de repos et de soins, ne décrochent pas leur téléphone, voire ne prennent selon eux pas leurs responsabilités. Et un témoignage qui nous dit « On se retrouvait beaucoup avec des résidents qui n'allaient pas bien ». Et donc, des médecins qui refusent de venir, des soignants qui expriment une forme d'abandon par les médecins généralistes et des implications très fortes dans les soins dispensés en maison de repos et de soins. Même élément que tout à l'heure, des nuances par rapport à ça, puisque on avance plusieurs cas de figure. On le voit dans les témoignages, ils avaient le droit de rentrer, ils avaient un équipement, des témoignages en demi-teinte aussi. Les rapports avec les médecins, c'était souvent un combat pour beaucoup de choses. Heureusement, certains sont toujours venus et donc certains nous sont restés fidèles, nous disait un interlocuteur. Ou encore, et là c'est à l'inverse, ils forçaient presque les portes pour venir voir le résident.
D'autres témoignages, et c'est intéressant à noter, insistent sur le rôle des médecins coordinateurs. Petit résumé là aussi, des médecins qui ne viennent plus, première possibilité, ou alors des médecins qui insistent pour venir, avec parfois un refus des maisons de repos et de soins. Également des possibilités qui ont été mises en œuvre par les maisons de repos et de soins pour aménager la maison de repos et des équipements qui ont été proposés aux médecins. Et quatrième élément, je l'avais indiqué, un relais qui a été pris par les médecins coordinateurs. Troisième élément, les familles. Alors, au niveau des familles, ne plus voir certaines familles, les rapports sont différents, hein, c'est un témoignage. Il y a beaucoup moins d'humains, quelque part, à cause de ça. On a des professionnels qui essaient de pallier l'absence des familles et on voit des familles qui se dégradent, des résidents qui se dégradent. Autre élément, on avait des familles, je cite aussi, qui venaient aux fenêtres voir si papa, maman étaient là et dans quel état. Ça a été l'enfer. Donc, un sentiment d'isolement à l'intérieur de la maison de repos, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, une perte d'humanité qui est ressentie par plusieurs intervenants, par plusieurs interlocuteurs, un personnel qui va tenter de pallier l'absence des familles. Et ça nous a été indiqué, des familles qui ont parfois été compliquées à gérer durant cette période. On a évidemment des alternatives qui ont été proposées pour pallier à ce manque de communication avec les familles. Et on va avoir recours au téléphone, par exemple, aux nouvelles technologies. Hein. Dès qu'ils appelaient, on leur passait le téléphone. On a utilisé des tablettes ou des soignants qui se sont occupés de la relation avec les familles, de faire de petites vidéoconférences, comme il est indiqué dans l'un des témoignages. Il est également notable que certains soignants se sont d'ailleurs occupés plus particulièrement de cet aspect. Donc, deux éléments importants à noter. Une utilisation intensive des moyens de communication, téléphone, tablette, portable, et des soignants, notamment des ergos et des kinés, ce sont ceux qui nous ont été le plus souvent cités, qui assurent ces communications. À l'issue de ces trois éléments, je vais me permettre de vous présenter un cadre théorique qui se base complètement d'ailleurs sur les témoignages qu'on a pu retenir. Alors ce cadre théorique est le suivant, c'est celui de l'institution totale qui a été proposée par Goffman dans les années 50. Goffman est un sociologue qui va étudier les asiles psychiatriques aux États-Unis. Et après une longue observation, on tire le fameux concept d'institution totale pour décrire cette institution psychiatrique. Je vous en livre ici la définition qu'il en donne. Donc, un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse, donc d'enfermés, dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Il compare cette institution psychiatrique sur base de sa définition avec plusieurs autres institutions qui partageraient certaines mêmes caractéristiques. La caserne militaire, le couvent, la prison. Essayons de voir un petit peu quels sont les éléments qui seraient des similitudes entre ces quatre institutions, un espace clos, coupé du monde extérieur, une promiscuité entre les personnes qui s'y trouvent. Nous dit Goffman également une référence à une idéologie interne qui permet alors d'interpréter ces fameuses pratiques. Et, élément important, la prise en charge de l'ensemble des besoins tels qu'ils sont définis par l'institution elle-même. Revenons là un instant au verbatim. On va voir que beaucoup de verbatim nous ramènent finalement à des éléments de ce cadre théorique. On garde une certaine distance par rapport aux résidents. L'enfermement est souvent cité. On a laissé tout le monde dans sa chambre, on a tout fermé. Un autre témoignage qui exemplifie la quadrature du cercle finalement pour les soignants. On avait un monsieur Alzheimer qui foutait tout le temps le camp du service Covid, mais il ne pouvait pas, donc on a dû l'enfermer. Des trucs horribles, il tapait dans la porte. Bref, vous voyez cette fameuse quadrature du cercle. Donc des références constantes à l'isolement, à la guerre ou au vocabulaire militaire,
Un rappel constant à des règles, ça revient nettement très très souvent dans les entretiens, et un recours finalement à un discours sanitaire pour justifier le fait de bousculer les droits habituels des résidents. Alors, Goffman nous parle également d'organisation bureaucratique. On l'a vu, donc des situations difficiles pour les soignants et les résidents. On a vu également une distance qui peut s'installer entre les résidents et les soignants, ce qui nous permet alors de nous poser une des questions qui est la base des travaux de Goffman. Quand il observe l'institution psychiatrique, il va affirmer qu'il est face à une organisation de type bureaucratique. Une organisation bureaucratique qui entraîne un fossé entre les professionnels et les reclus, donc les personnes qui sont enfermées. Mais est-ce toujours le cas? Il y a ici, évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, des entretiens qui vont à rebours, à l'inverse de ces propositions. Une directrice, par exemple, affirme que ça a rapproché les soignants des résidents, ou d'autres soignants illustrent, et c'est un élément important à noter, l'importance des situations locales. Exemple, un jardin qui permet de sortir avec les résidents, ou encore des bénévoles qui ont pu soulager un peu le travail des équipes. Donc, vous le voyez, ce sont des situations en nuances. On a donc bien des éléments qui correspondent au cadre théorique, on l'a vu tout à l'heure, mais également sur base d'un contexte local, d'autres éléments qui vont démontrer que certaines maisons de repos et de soins ont réussi, je le répète, sur base souvent d'éléments de type local, ont réussi à se dégager finalement du concept d'institution totale. Cela va nous amener, et ça a été le cas tout au long de cette proposition, de cette présentation, à nuancer finalement ce cadre théorique où, dans certaines institutions, on se trouve bien à certains égards et pour certaines caractéristiques dans le cadre de l'institution totale, et d'autres ont pu s'extraire en partie du moins de cette situation sanitaire particulièrement compliquée et pour les résidents et pour le personnel soignant. Un élément que je n'ai pas précisé au début de ma présentation, il s'agit évidemment d'un travail qui est en progression, qui n'est pas terminé, et il va s'agir pour nous maintenant d'aller interroger des médecins généralistes. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons centré nos travaux sur des gens, sur des professionnels qui travaillent en maison de repos et de soins. Donc, allons maintenant voir les médecins généralistes pour voir la manière dont eux ont vécu sur le terrain cette crise sanitaire et éventuellement la manière dont ils peuvent argumenter leur position par rapport aux maisons de repos et de soins. Et de l'autre côté, aller voir ce qui s'est passé en hôpital pour tenter finalement de confronter les réalités qui ont été vécues sur le terrain. Je vais me permettre alors de poser l'une ou l'autre question. Finalement, sur base de cette crise, quelles leçons on peut tirer pour les maisons de repos et de soins? Vous avez vu qu'il y a, comme l'expression le dit, à boire et à manger, des éléments positifs et d'autres qui sont manifestement nettement plus négatifs. Comment éviter les ruptures avec les médecins généralistes et les hôpitaux? On a vu qu'il y avait des éléments de continuité de soins, où certains médecins ou des hôpitaux ont permis cette continuité, et à certains égards, pour d'autres maisons de repos, les témoignages indiquent une rupture de cette continuité des soins. Troisième élément qui me semble quand même fondamental, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, l'aspect humain a été évoqué par bon nombre d'interlocuteurs. Comment conserver une forme d'humanité dans ces institutions de maisons et de repos et de soins, alors même qu'il faut respecter des impératifs sanitaires quand on est en période de pandémie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos éventuelles questions.